Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. De prime abord, je remercie chaleureusement le professeur Nahri de m'avoir associé aux participants de cette deuxième rencontre nationale des professeurs des finances publiques du Maroc sur une thématique non moins importante, c'est la politique fiscale au Maroc entre défis et attentes. Le succès de ce forum, bien entendu, n'aurait pas été possible sans une équipe organisatrice très impliquée. Je tiens à cet égard à la remercier aussi très vivement. Heureuse aussi de retrouver un certain nombre de professeurs qui me sont chers et d'ailleurs que je n'ai pas revu depuis un certain moment, fort longtemps. En deuxième lieu, je suis très honorée de pouvoir présider cette troisième séance au lieu de la quatrième sur le programme, avec comme intervenant professeur Naïma Abba, professeur à la faculté de droit de Mohammedia, Dia Semen, professeur à la faculté de droit de Tétouan, Madame Zoubida Ngaz, professeur à la faculté de droit de Fès, Monsieur Hamid Nahri, professeur à la faculté de droit de Tanger, et enfin, Hicham Bendarqawi, professeur à la faculté de droit de Kénétra. Les intervenants disposent d'un temps de 10 minutes maximum pour présenter leur contribution. Et là, je commence et je donne la parole à la professeure Naïma Abba sur une thématique titrée « Les leçons de l'histoire de la politique fiscale au Maroc ». À vous la parole. Bonjour tout le monde. Je remercie Madame la Présidente, Madame Fadma, de nous avoir présenté et je remercie également les organisateurs de cette rencontre qui est chère à notre cœur étant donné que ça nous permet de nous voir et de débattre d'un sujet qui nous intéresse. Je remercie la faculté de Abdelmalek Saadi, sa direction et le preneur de décision, je dirais, de cette opportunité, à savoir M. Nahri, notre cher collègue. Alors, mathématiques, je remercie également les étudiants pour leur patience. On est 14 heures, ils sont toujours là. Merci pour votre intérêt et votre patience. Et je remercie également toute l'assistance. Alors, mon intervention parle des leçons à retenir de toutes les politiques fiscales qu'a connues le Maroc, donc si on peut parler de politique fiscale. Alors, suite aux présentations qui ont eu lieu hier avec M. Arsbi et avec toutes les interventions d'aujourd'hui, je me suis retrouvée avec plus ou moins M. également Rachid El Moussaoui, à potentiellement redire ce qui a été dit. Je vais saisir l'occasion pour donner un petit aperçu, mais de parler d'une époque dont ils n'ont pas parlé, plus ou moins. Je vais parler en fait de l'histoire de nos impôts et de l'histoire de notre fiscalité et les leçons qu'elle nous donne. Bien sûr, en faisant un petit passage rapide sur la période actuelle, puisque je suis censée commencer par la période précoloniale et atterrir à la mise en œuvre de la loi la loi 4, pas la loi organique. Alors, pour l'histoire et ce qu'elle nous a donné comme leçon, et je vais essayer de politiser un petit peu, c'est que l'impôt qui existait dans la période précoloniale et notamment au moment des Harka avec Moulay Hassan Ier, où il était question bien sûr, il y avait des impôts, comme l'ont dit mes chers camarades, d'impôts à caractère religieux, mais par la suite, étant donné le besoin de guerroyer et de manière continue pour pacifier, soi-disant, le territoire, il était besoin de recourir à des impôts plus, on peut dire, non religieux, les MEX, les droits de porte, un tas de droits qui ont créé énormément de révoltes, les MEX à Fès pour les tanneurs, qui a fait couler beaucoup d'encre, et aussi
le terme clé donc, de cette période, c'est Bled Siba et Bled Mkhzen, donc pour dire comme quoi donc, la résistance fiscale a toujours été présente donc, pour riposter contre des impositions donc, qui, donc, si je donne rien que l'impôt Naïba comme exemple, avec l'impact donc, d'inégalité et d'abus de pouvoir donc, dont il faisait l'objet. Donc, le système fiscal était donc, à caractère inégalitaire qui reposait globalement sur un partage, on peut dire plus inégalitaire, étant donné qu'il y avait beaucoup de privilégiés, donc toute la noblesse, y compris les zaouïas, les shorfa, donc pas mal de privilégiés, et bien sûr la charge fiscale reposait sur les épaules des paysans et des petits artisans, des petits agriculteurs, etc. Donc, ce qui s'est passé donc, avec cette forte inégalité, donc bien sûr injuste et inéquitable, c'est qu'il y avait très peu aussi de rentrées. Donc l'impôt Naïba, donc, qui ne faisait que séquestrer, le recours à la sohra également, donc, qui, on peut dire, violait les droits de l'homme, puisqu'on est obligé les gens à travailler donc, contre leur gré, donc autrement dit une sorte de séquestration. Donc toutes ces violations donc, a fait que l'impôt donc, qui a été ultérieurement imposé par le colonisateur était perçu presque comme libérateur, donc, étant donné qu'il permettait au moins de payer et non pas être amené à travailler ou à être séquestré ou autre. Donc toutes les exceptions, donc, plus ou moins, ont été réduites, mais ça n'empêche que si le colonisateur a imposé donc, tout ce système dès le départ, donc dès 2013, on a les premiers impôts à caractère local et social, c'est pour donc, justement assurer son exploitation et non pour faire plaisir et instaurer aux Marocains et instaurer donc, un système moderne. Alors, cette période-là, donc précoloniale, nous a donné donc, des leçons. C'est que ce système fortement inégalitaire, inéquitable, donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? Quel résultat? C'est à un certain moment, le pays s'est retrouvé donc tellement endetté. Donc, il n'y a pas que la dette de Moulay Abdelaziz, mais il y avait donc l'hypothèque, donc déjà des droits de douane et d'autres droits bien avant, donc qui ont fait que le pays donc a été colonisé financièrement avant d'être colonisé militairement. Donc, ça a été donc le début, donc qui a amené justement le traité de la colonisation ou de la protection, soi-disant. Donc, cet enlèvement de souveraineté fiscale, financière, qui a amené la dépendance politique et qui a amené à enlever toute souveraineté politique, donc, a été l'une des conséquences justement d'un système fortement inégalitaire et qui nous donnait donc un aperçu sur les rapports de force qui existaient. Donc tout système fiscal, comme l'on dit, donc les théoriciens, les politiciens, comme les économistes depuis toujours, c'est que le système fiscal est le reflet des rapports sociaux au sein de chaque société. Donc ces inégalités et ces privilèges extra pour une petite minorité, alors que la base donc, a été plus ou moins oppressée et était soumise à la charge, à une surcharge fiscale, je dirais, donc a amené finalement à une réduction en fait de la rentabilité finalement. Donc le pays était obligé. Donc bien sûr, le contexte était différent d'aujourd'hui. Et les différents besoins, donc, que ce soit pour la guerre ou pour le système administratif, étaient différents, n'empêche qu'on s'est retrouvé donc, surendetté, on est entré sous la colonisation. Donc cette histoire se répète en fait, c'est qu'au moment du plan d'ajustement structurel, en fait on retrouve la même histoire, puisque c'est justement une politique fiscale sans visibilité, puisqu'il y a le renchérissement des prix de phosphate, mais on n'a pas calculé, il n'y avait pas eu de visibilité, on a continué les dépenses alors que les prix ont chuté, et on a continué en s'endettant et en dépensant. Finalement, c'est la souveraineté fiscale, c'est la souveraineté financière et c'est la souveraineté politique qui est partie, puisqu'on a été obligé de se soumettre aux OFII, donc aux organismes financiers, donc la Banque mondiale et le FMI. On a dû donc revoir tout le système fiscal, créer donc les 3 impôts donc dans l'objectif, ce n'est pas de moderniser bien sûr le système fiscal, mais c'est pour répondre aux injonctions de ces 2 organismes, à savoir, et dans l'objectif, c'est de payer la dette. Donc, l'objectif social, l'équité, donc n'était en aucune manière recherché. On est passé donc du keynésianisme à la politique de l'offre, comme l'a dit M. Arsby.
Et on essaie donc des paradigmes, des théories par-ci et par-là. Donc c'est des mesures à chaque fois selon la conjoncture, selon le temps et les changements qu'on subit, donc que ce soit l'IS, l'IR ou la TVA, donc maintenant avec la TVA neutre. Moi, ce que je sais, c'est que depuis qu'on a commencé les études des finances, le taux zéro n'est pas neutre. Donc, alors, pour parler de neutralité de la TVA, donc c'est vraiment, il faut avoir du courage, n'est-ce pas, M. Arsbi? Neutralité, on ne peut pas parler de neutralité d'un impôt de 20%. Donc, ce qui fait qu'avec la montée de certains taux, la descente de certains taux, donc ce qui fait que la neutralité n'est pas au rendez-vous, donc je dirais. Alors, la leçon, donc, c'est que ces iniquités, cette redistribution inégalitaire des charges amène en fait à perdre carrément donc, le contrôle du système fiscal, de sa rentabilité, puisque le premier rôle de la fiscalité, c'est de financer le trésor. Or là, on réduit de plus en plus cette base imposable au lieu de l'étendre, au lieu d'élargir l'assiette fiscale. Ce qu'on retrouve finalement dans la pratique, c'est l'érosion de cette assiette fiscale, donc, alors que les recommandations des 3 assises, de la nouvelle loi cadre, donc c'est toujours d'élargir l'assiette. Or, les mesures, oui, je termine. Alors que les mesures qui interviennent à chaque loi de finances, donc M. Jnah a parlé donc, de l'instabilité fiscale, chaque loi de finances apporte son lot de petites mesures. Donc maintenant, on parle de mesurettes, donc, qui font qu'il y ait des changements pour tel impôt. Mais l'objectif, c'est toujours... Donc ce qui fait ma question, c'est que... Donc, j'ouvre un débat sur... Si on sait que ça amène à l'érosion de l'instabilité, parce que l'administration le sait, le gouvernement le sait, les parlementaires le savent, mais pourquoi est-ce qu'on continue sur le même chemin? Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour changer la donne? Sachant que, c'est vrai, si les classes ou si les lobbies, donc on sait que la CGEM, donc pour l'IS ou pour la TVA, elle a déjà sorti, donc bien avant l'apparition du projet de loi de finances, ses recommandations, et on le retrouve dans le projet de loi de finances. Donc, autrement dit, là, on a au moins un acteur qui apparaît. Mais les autres acteurs qui interviennent, on a, donc, que ce soit pour les codes d'investissement, pour la charte d'investissement, pour maintenant les différentes dépenses d'investissement, sachant que la loi, l'article 8 de la loi, prévoit qu'il faut une étude d'impact. Il n'y a pas eu d'étude d'impact jusqu'ici. Donc en 2020, 2021, on a vu la loi cadre, mais l'étude d'impact pour ce qui est des dépenses fiscales et pour toute mesure d'encouragement, le gouvernement a promis, dans le cadre de sa loi cadre, qu'il y aurait une étude d'impact. Et aussi dans le cadre du rapport des dépenses fiscales, on attend toujours qu'il y ait une étude, plutôt une évaluation post, c'est-à-dire l'impact de toutes ces mesures. Donc on a des chiffres, on a des montants, mais on n'a pas d'impact. Donc pourquoi est-ce qu'on continue quand même? Donc il faut, à chaque fois que le gouvernement essaie de toucher ici ou là à ces acteurs qui sont derrière la scène, il n'y arrive pas. Donc, et ils sont là. Oui, madame, je termine rapidement. Donc, alors, je me demande donc si certains acteurs apparaissent là dans le cadre de la prise de décision fiscale. Donc, qui sont les autres qui mènent donc, le gouvernement lui-même, est-ce que c'est un acteur réel ou est-ce que c'est un... comment dirais-je? Donc, le terme, c'est un influencé, tout simplement. Le Parlement, on sait déjà ce qu'il en est. Donc, qui sont ces acteurs et pourquoi? Donc, notre collègue de Rabat a parlé du contrôle. Donc dernièrement, j'en ai parlé à quelqu'un de l'administration, je lui ai dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas? Donc en 2017, on a eu une recrudescence du contrôle et on a eu 18 milliards de recettes en plus du budget. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas chaque année? Il m'a dit non, mais parce qu'une fois qu'on fait beaucoup de contrôle, on a, c'est vrai, une augmentation des recettes, mais l'année suivante, il y a une chute. Donc ce qui fait qu'on ne veut plus y revenir. Donc, mais quand même, donc pourquoi ne pas recruter plus de contrôleurs? Pourquoi ne pas continuer au moins, donc rien que pour assainir? Et on sait que le contrôle y introduit donc, un minimum de justice. Donc ce n'est pas vraiment la grande justice, mais au moins une sorte d'équité et qu'il y ait donc un contrôle plus ou moins régulier des sociétés, puisque il y a des sociétés qui ne sont jamais contrôlées, il y a des sociétés qui sont contrôlées une fois par 2 ans. Alors comment est dispatché justement ce contrôle? Alors j'ai parlé de la digitalisation, mais en fait, ce que j'ai découvert dans le cadre de la pratique, c'est que la digitalisation aussi, elle pose énormément de problèmes. Donc, ce qui fait que
Alors, à qui s'adresser justement? À qui adresserons-nous donc ces recommandations justement, puisque apparemment personne ne veut changer la donne. Il y a des acteurs qui mènent le jeu derrière, mais et qui font que ces acteurs qu'on a devant nous donc mènent la barque telle qu'elle est, et que les leçons, avec leur impact, il est répétitif et l'histoire se répète. Merci Madame la Présidente, même si vous m'avez... Je remercie également l'audience.